Le conseil en gestion, ça sonne souvent comme un monde un peu mystérieux, hein? On se demande ce qui se passe vraiment derrière les portes closes. Eh bien, aujourd'hui, on va justement décortiquer ça. On va regarder l'anatomie d'une consultation, étape par étape, en se basant sur les documents de service d'une vraie firme. On lève le voile. Au fond, pour n'importe quel leader d'entreprise, la question qui tue, c'est toujours la même. Comment on sait qu'on prend la bonne décision, qu'on est sur la bonne track? Comment s'assurer que les choix qu'on fait sont basés sur du solide et pas juste sur un feeling? Et c'est là que ça devient, disons, un peu plus complexe. Parce que l'instinct, le pif, c'est super important en affaires. Mais ça peut aussi nous jouer des tours. Le but d'une consultation, c'est exactement ça. Prendre cette intuition, ce pressentiment, et le transformer en quelque chose de tangible, de mesurable. On passe du « je pense que » au « je sais que ». Bon, alors la première grande étape, c'est de passer du doute à la clarté. Avant de faire quoi que ce soit, il faut poser un diagnostic. Un peu comme aller chez le médecin. Il faut comprendre objectivement où en est l'entreprise, sa santé réelle. L'outil pour faire ça, ça s'appelle l'évaluation de croissance et d'optimisation ou ECHO pour les intimes. Pensez à ça comme au bilan de santé complet de l'organisation. L'idée, c'est de mettre le doigt sur ce qui va bien, ce qui va moins bien, et surtout de dénicher les vraies opportunités de croissance qui se cachent peut-être juste sous notre nez. OK, ce fameux diagnostic écho, comment ça marche en pratique? On va regarder la méthode, la durée et bien sûr, le prix. Alors, la méthode, c'est un mélange de terrain et de chiffres. D'abord, on observe ce qui se passe sur place, on parle avec les gens clés, c'est le côté humain. Ensuite, on plonge dans les données internes, les chiffres, les rapports, le côté analytique. Et pour finir, on passe tout ça dans une sorte de grille d'évaluation standardisée. Ça permet d'avoir un portrait qui est non seulement objectif, mais aussi comparable à d'autres entreprises. Et la grande question, ça prend combien de temps tout ça? L'objectif, c'est environ 3 semaines. Mais attention, c'est une cible. Tout dépend de la collaboration du client. Si l'info et les gens sont faciles d'accès, ça roule. Sinon, ça peut s'étirer un peu. C'est un travail d'équipe. Et le prix, c'est un montant fixe, 6 500 $. L'avantage d'un forfait comme ça, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. On sait exactement à quoi s'attendre financièrement dès le jour 1. C'est clair, net et précis. OK, le diagnostic est posé, le bilan de santé est fait. Et maintenant, c'est le temps de passer au plan de traitement. C'est là qu'on sort de l'analyse pour entrer dans l'action, souvent avec des services de design bien concrets. Et l'action, ici, elle se décline en 3 niveaux de design, selon l'ampleur du besoin. On a le service singulier pour un projet à petite échelle. Ensuite, le corporatif pour l'environnement de travail au complet. Et finalement, le commercial, qui est beaucoup plus stratégique et axé sur l'expérience client. Allons voir ça plus en détail. Le premier niveau, singulier. Imaginez un besoin très précis, comme aménager le parfait bureau à la maison. L'idée ici, c'est l'efficacité. On livre une planche d'ambiance pour le look and feel, des plans 2D pour savoir où tout va et même une liste de magasinage. C'est du clé en main pour un projet bien défini. Ensuite, on passe au niveau corporatif. Là, on change d'échelle. On ne parle plus d'une seule pièce, mais de l'environnement de travail de toute une équipe. L'enjeu, c'est pas juste que ce soit beau, c'est que ça fonctionne, que ça aide la productivité, que ça reflète la culture de l'entreprise. Les livrables sont donc plus techniques, des plans détaillés, le choix des matériaux, le suivi de chantier. C'est du sérieux. Et finalement, le top niveau, le commercial. Ici, le design devient un vrai outil d'affaires. Le but, c'est de créer un espace qui va aider à atteindre des objectifs commerciaux. On va analyser ce que font les compétiteurs, on va créer des visualisations 3D de l'expérience client. On veut que l'espace aide à vendre, à bâtir la loyauté, à faire vivre la marque. C'est du design stratégique. Bon, maintenant, parlons des aspects un peu plus administratifs, mais super importants. Pour que tout se passe bien, il faut des règles du jeu claires. C'est le rôle de la lettre de mandat qui encadre toute la collaboration. Côté argent, il y a principalement 2 façons de fonctionner. D'un côté, le forfait. C'est parfait pour un projet comme le diagnostic écho, où on sait exactement ce qu'on va faire. Ça donne une prévisibilité. De l'autre côté, le taux horaire. C'est plus flexible, idéal pour un accompagnement sur le long terme où les besoins peuvent changer en cours de route. Et dans les petits caractères, on trouve les termes de paiement. C'est assez standard, mais c'est clair. On paie en 21 jours. Si on est en retard, il y a des frais de 2,1 % par mois et les paiements peuvent se faire par virement, Interac ou chèque certifié. Ces détails, ça peut sembler anodin, mais ça démontre le sérieux de la démarche. Maintenant, on arrive à un point vraiment, vraiment important. C'est peut-être le plus crucial de toute la présentation et c'est souvent mal compris. Quand on paye pour du service de consultation, qu'est-ce qu'on achète au juste? La réponse peut surprendre, mais la voici, noir sur blanc. Un consultant ne garantit pas les résultats. Et ça, ce n'est pas juste une opinion, c'est un principe légal.
La citation exacte du document le dit, « Il est entendu que notre obligation est une obligation de moyens et non de résultats. » En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la firme s'engage à mettre toutes ses compétences, son temps, son expertise, bref, tous les moyens nécessaires pour aider. Mais elle ne peut pas garantir le résultat parce que le succès d'une entreprise dépend de 1001 facteurs, dont plusieurs sont hors de son contrôle. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas la moindre. Si le résultat n'est pas garanti, alors comment on mesure la vraie valeur d'un conseil? Est-ce que c'est dans la nouvelle clarté qu'on a gagnée, dans les erreurs coûteuses qu'on a évitées, ou peut-être dans les nouvelles portes qu'on a découvertes? C'est une bonne question à se poser sur la valeur de l'expertise elle-même.